Bonjour à tous, bienvenue à cette séance. On a pris le parti, Adrien et moi, de faire une conférence aujourd'hui sur le cloud computing et compter un peu les points après 10 ans de mission à migrer dans le cloud. Le cloud a 10 ans aujourd'hui. Adrien et moi, ça fait 8 ans qu'on travaille sur des projets de migration sur le cloud. Et donc on s'est dit, on va compter les points, le hype cycle est derrière nous, le fameux cycle de la hype de Gartner. Et derrière nous, on va un peu compter les points. Qui dans la salle est plutôt décideur, architecte, on va dire qu'il est un peu à un niveau de design ou d'abstraction par rapport au cloud? Levez la main. D'accord. Qui est plutôt à la manœuvre en termes d'intégration, de DevOps, etc. D'accord. Et les autres, vous êtes là par hasard, c'est ça? Ok. Adrien? Oui, on va commencer par faire connaissance. Donc moi, je m'appelle Adrien, ça tu l'as déjà spoilé. Après avoir travaillé effectivement sur des projets de transformation sur le cloud, j'ai intégré récemment une entreprise qui s'appelle Sagi, qui propose des plateformes DevOps pour les projets Big Data. Et j'y suis évangéliste, thought leader et accessoirement Docker Captain. Voilà, et moi, je suis chez SOAT aujourd'hui, patron de l'offre DevOps et Cloud. Alors le cloud, c'est très clairement le champion du bullshit bingo, vous le savez. Oui, effectivement, le cloud, ça a nourri beaucoup d'attentes et parmi celles-ci, on pouvait imaginer effectivement le time to market. Pourquoi? Parce que finalement, au-delà de la question du cloud, la plupart des DSI sont en pleine transformation. Elles ont besoin de leur DSI d'être capables de se réaligner, de s'adapter au gré de la fluctuation des besoins business. On a eu beaucoup d'attentes aussi sur la résilience, sur la capacité à embrasser les pratiques agiles, etc. Beaucoup d'attentes qu'on va voir un petit peu au fil de cette présentation. Et peut-être l'une d'entre elles, parmi d'autres, le serverless, qui finalement est un petit peu le catalyseur extrême de tout ça en termes justement de pratiques. Alors ça nourrit aussi, en termes de bullshit bingo, ça nourrit aussi beaucoup de craintes fantasmagoriques. La plus connue étant, Google travaille sur les médias, Amazon travaille sur la distribution de biens matériels. Ils vont faire de l'espionnage industriel en tant que cloud provider sur votre propre business hébergé sur leur solution cloud. Donc tous ces fantasmes, en fait, on va voir ensemble s'ils sont vrais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'adoption du cloud est une vraie tendance du marché, elle est exponentielle et ce n'est pas fait pour s'arrêter. La chose qui a changé depuis l'année dernière, c'est que depuis l'année dernière, si vous regardez la partie droite du graphique, depuis l'année dernière, très clairement, l'effort, c'est de passer en production. Depuis l'année dernière, on fait vraiment de la production sur le cloud. En 2016, c'était 50-50, c'était 50% de l'étude, du POC, etc., et 50% de la production. Aujourd'hui, on est majoritairement sur des projets qui partent en production. Du côté du cloud privé, pour le coup, avec cette slide, vous voyez qu'en 2015, le marché était extrêmement morcelé. Alors c'est vrai d'une part parce qu'il y a une certaine acception, enfin il y a une certaine définition du cloud privé qui sont diverses et variées, que ce soit de la virtualisation pure avec du VMware ou que ce soit des solutions qui poussent directement le code jusqu'à la plateforme de production, type Cloud Foundry par exemple. Toujours est-il que ce slide de 2015, il est très fortement remis en considération aujourd'hui. Vous voyez, un morcellement très important, hein, puisque plus de 50% sont des acteurs qui pèsent moins de 2%. D'accord? Ça, c'était un slide de 2015. Évidemment, c'est quelque chose qui est très, très fortement remis en considération avec l'émergence des orchestrations de conteneurs. Parle-nous un peu du cycle de la hype, justement. Oui, justement. En fait, on a pris le parti pour cette présentation de revenir un petit peu sur 3 grands aspects du cycle de la hype. D'abord, le pic des attentes, justement, dans cette phase dans laquelle on nourrit beaucoup d'espérance dans le cloud, cette phase où on essayait, où on espérait beaucoup de choses. Puis ensuite, cette phase de désillusion, où on est plutôt dans un mode retour d'expérience, où on a appris, où on s'est rendu compte que le monde n'était pas aussi rose que ça. Et pour finir, finalement, sur le plateau de la productivité, où on se rend compte que même si la picture n'est pas aussi rose que celle où on pouvait l'espérer au départ, en fait, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour dégager beaucoup de valeur autour du cloud. Qui pense aujourd'hui avoir atteint ce niveau de maturité sur le cloud, d'être sur le plateau de la productivité? Levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Les autres, vous pensez plutôt être au niveau des expectations ou plutôt des désillusions? Expectations. D'accord. Et désillusions? Ah, quand même, c'est pas si mal, hein, d'accord. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de bras, hein, j'ai remarqué. Alors commençons. Oui, j'ai commencé par ça. Alors commençons. Déjà, le cloud, pourquoi c'est une technologie qui a émergé? Si vous vous rappelez, en 2007, il y a un truc qui est sorti, c'est l'iPhone. D'accord? Et le cloud, il se trouve qu'il est sorti en 2007. Globalement, en fait, le Web 2.0 et la sortie des téléphones mobiles ont amené l'émergence de ce qu'on appelle le SOLOMO, c'est-à-dire une nouvelle façon de consommer la data et l'application sur le web.
Essentiellement parce que tout utilisateur de ces plateformes devient un producteur de données, à travers les réseaux sociaux en particulier, d'accord, et un producteur de données à très forte vélocité, en particulier avec les données géolocalisées. D'accord. Tout ça a conduit à une certaine pression qui était que ce sont deux choses qu'on ne savait pas faire en on-premise. Tu peux nous dire un peu plus là-dessus ? Oui, effectivement, la problématique, c'est que pour répondre aux attentes nourries par cette dynamique du Solomo, ça a déclenché de nouveaux besoins de capacité vis-à-vis du cloud, en termes de capacité à s'aligner justement sur le cycle des projets. On cite notamment l'agilité. L'agilité, ça paraît très simple, c'est un beau mot en termes de méthodologie, mais quand on travaille de façon agile, et quand on y met d'ailleurs des pratiques DevOps couplées à l'agilité, ça veut ni plus ni moins dire qu'au fur et à mesure des user stories, des itérations de travail sur lesquelles on va développer, on va devoir être capable de provisionner, de disposer des nouvelles ressources au fur et à mesure. En termes d'attente aussi, donc on va avoir évidemment un vrai time to market, une capacité aussi à embrasser des nouvelles problématiques de sécurité. La sécurité, historiquement, elle était gérée de façon très périmétrique. On voyait les choses de façon très simple. Il y avait le data center, il y avait ses frontières, il y avait un firewall. Aujourd'hui, on est dans un monde où finalement, votre système d'information il est beaucoup plus fragmenté. Vous en avez dans votre data center, vous en avez dans le cloud public, vous en avez chez vos partenaires. Vous-même, vous ouvrez les portes pour APIifier, pour exposer un certain nombre de services, pour entrer justement dans cette dynamique du Solomo. Et la sécurité ne peut plus s'adapter, ne peut plus se traiter avec les paradigmes historiques. On a besoin d'avoir une sécurité plus granulaire, plus proche de l'application, qui remonte dans les couches et qui ne se contente plus simplement d'être traité au niveau de l'infrastructure. Et pour ces raisons et toutes les autres qu'on a évoquées, on a commencé à attendre quelque chose de très différent de l'infrastructure. Et pour ça, en fait, on est arrivé à la promesse du cloud, et la promesse du cloud, vous la connaissez, c'est le on-demand, c'est cette capacité à disposer des ressources au gré de nos besoins, la capacité de nourrir de l'élasticité. Aujourd'hui, on a besoin justement d'être capable de construire une infrastructure, un écosystème qui va grandir avec l'entreprise. On n'a plus la possibilité de pouvoir créer de grosses infrastructures au préalable et ensuite capitaliser dessus. Et pour terminer, on a foncièrement envie de payer à l'usage, justement pour ne plus être dans une dynamique dans laquelle on fait de gros investissements en matière d'infrastructure, parce que fondamentalement, l'infrastructure, ce n'est pas forcément le levier de valeur de l'entreprise. Bien sûr, et sans engagement, ce qui fait que justement, le non-engagement économique permet justement d'avoir une agilité, une certaine agilité en tout cas, au niveau économique, sur l'architecture qu'on propose. Côté projet, en fait, le cloud, ça a été surtout une formidable opportunité de challenger ces DSI, de les challenger sur leur efficience opérationnelle, mais aussi sur leur efficience économique. Ça a été un énorme coin entré dans le bio des DSI. Je ne sais pas si vous connaissez ce garçon, Chris Anderson, qui a écrit le fameux livre « Si c'est gratuit, c'est vous le produit », qui, dès 2007, en fait, parlait déjà de ce challenge qui existait dans un article qui est paru, qui s'appelle « Blackwire versus Whitewire », qui consiste à se dire, aujourd'hui, les projets, ils ont le choix entre utiliser les ressources de leur DSI traditionnel, d'accord, et aller consommer des services directement offerts sur Internet à travers le cloud, que ce soit des ressources d'infrastructure as a service ou des ressources de type software as a service. Si on fait un peu l'historique, parce que moi je suis un vieux DevOps, je suis DevOps depuis 2003, le mot a été inventé en 2007, ce qui fait que bon, je suis quand même un DevOps vieux. Le cloud a commencé par un pétard mouillé. Il y a eu un succès d'estime sur la première solution cloud qui s'appelle Google App Engine, d'accord, mais c'était un succès d'estime. Si on regarde pourquoi, on retrouve finalement tout le cycle de la hype en l'espace de quelques mois. Globalement, ce produit fournissait le job. Il était élastique, il était on-demand, il était pay-as-you-go, tout allait bien. Il a rencontré un certain nombre de problèmes qui tout de suite ont freiné l'adoption massive de ce produit. D'abord, il avait un pricing model qui était trop mature pour que les utilisateurs, les clients puissent le comprendre. Un pricing model où on payait déjà à la requête en 2007. Enfin, rendez-vous compte, à l'époque, on savait à peine monitorer du CPU et de la RAM, quoi. Donc, un pricing model à la requête, au temps passé en compute, etc. Un truc qui, aujourd'hui, est un pricing model qui revient avec le serverless et les functions as a service, mais qui, à l'époque, était largement trop en avance pour être clairement compris par les DSI. Il avait une certaine pauvreté dans son catalogue de technologies embarquées, et surtout, un des points qui a empêché son adoption massive, c'est que dès le départ, on a perçu le vendor lock-in qui était cette plateforme, en particulier sur la data, puisque le seul mécanisme de stockage qui existait dans Google App Engine à l'époque, c'était du Bigtable, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble un petit peu à de la Hadoop. D'accord ? Et d'un point de vue architectural, ça nécessitait évidemment, dès 2007, d'avoir des solutions cloud native, des applications cloud native, ce qui était encore quelque chose de très très émergent à l'époque. Mais depuis lors,
un nouvel acteur est entré en lice l'année suivante, qui s'appelle Amazon, avec AWS. Et lui, pour le coup, d'un point de vue marketing, il a fait carton plein. Oui, effectivement, il a commencé à faire miroiter le fait que votre approche économique de l'IT serait radicalement différente. Parce que, naturellement, dans le modèle du cloud, cette logique de pay-per-use, c'est de transformer tous vos investissements, toutes votre immobilisation, toute votre CAPEX en consommation, en OPEX, au gré de l'utilisation que vous pourriez avoir. Donc, du coup, il y avait effectivement le sentiment qu'on pourrait optimiser complètement la rationale économique. Il y avait aussi beaucoup de fantasmes sur d'autres thématiques, sur la scalabilité. La scalabilité, dans l'IT traditionnel, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est complexe à mettre en œuvre, qui s'adressait beaucoup par le prisme de l'infrastructure, historiquement, en gérant des attachements réseau, en gérant des connexions sur des gros systèmes de disques, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à laisser entendre le message que tout ça, toutes ces problématiques, toute cette complexité, on pourrait la dégager, on pourrait se recentrer sur le soft. Mais comme ça, automagiquement, quoi, en fait. Ah, mais complètement. On espérait que tout ça serait pris en charge directement par la plateforme de façon complètement magique. Et puis, pour la résilience, pour la disponibilité, c'est pareil. Construire des systèmes résilients dans une infrastructure traditionnelle, c'est complexe. Ça demande beaucoup d'expertise en matière de réseau, en matière de systèmes, sur les systèmes de base de données, etc., etc., etc. Et là aussi, il y a eu cette espèce de promesse magique que finalement, il n'y aurait finalement plus rien à faire. Tout serait porté directement par la plateforme. Tu le poses dans le cloud, c'est résilient. Hein. Tout marche, parfait. Sinon, à quoi ça sert qu'on paye, quoi. Oui. Et là, on est bien dans ce pic des grandes attentes. Mais la picture n'est pas aussi rose que ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, quelques désillusions, effectivement. Être ou ne pas être. Alors effectivement, en fait, d'un point de vue pay-per-use, on va être clair. Quand on vous dit pay as you go, c'est pas ce que vous utilisez que vous payez, c'est ce que vous provisionnez. C'est-à-dire, vous êtes exactement dans le même modèle que ce que vous aviez quand vous étiez on-prem. La seule différence, c'est que vous avez une différence de durée d'engagement. Quand vous consommez, quand vous provisionnez une VM et que cette VM, vous la gardez 1 heure, vous la payez 1 heure. Quand vous la gardez 1 seconde, maintenant, vous la payez 1 seconde. Évidemment, on-prem, quand vous achetez un serveur, vous le gardez au moins 3 ans pour des raisons comptables, etc., etc. Mais par contre, très clairement, il y a un décalage franc et massif entre ce que vous utilisez et ce que vous provisionnez. Si vous provisionnez trop, vous allez payer trop. De même, au niveau de l'autoscaling, c'est une fonctionnalité qui existe dans le cloud, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est une fonctionnalité intéressante du cloud, mais c'est à vous de le câbler. C'est-à-dire qu'en gros, le cloud vous permet de vous appuyer sur des indicateurs de métrologie, d'accord, et de scripter, en regard de ces indicateurs, des événements qui vont déclencher l'autoscaling ou le downscaling, enfin l'auto-upscaling ou l'auto-outscaling et l'auto-downscaling. De même, au niveau de la haute disponibilité, on le reverra tout à l'heure, mais globalement, la haute disponibilité qui est offerte par le cloud, c'est une haute disponibilité infrastructurelle multisite. Autrement dit, si vous faites du multisite sur du cloud, vous avez de la haute dispo. Qui sait quel est le SLA d'une instance EC2? Qui le sait? Levez la main, ceux qui le savent. C'est quoi? C'est faux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de SLA sur une instance EC2. Donc en fait, ça veut dire que cette VM, Amazon ne vous garantit absolument pas que dans 3 minutes, elle est encore up. Il n'y a aucune garantie contractuelle là-dessus. Par contre, ce qu'ils vous garantissent, c'est que si vous faites du multisite, vous avez 2 9 après la virgule. Ça, ils savent vous le garantir. Donc encore une fois, il faut faire attention à ce que propose réellement le cloud et sortir des mythes, des fantasmes et des attentes surchargées. Ça veut dire aussi que ça a une incidence sur votre architecture logicielle. En fait, vu qu'une part de la résilience ne sera plus portée par l'infra, il va falloir déplacer la problématique ailleurs. Mais je crois exactement, on va le revoir tout à l'heure, exactement. Un autre truc, c'est que évidemment, ça déplace le périmètre de responsabilité. Alors, je ne vais pas vous détailler ce slide, vous pourrez le revoir chez vous quand les slides seront publiés, pas de problème. Mais globalement, en fait, le cloud, la promesse de vous êtes un développeur, vous êtes un projet, vous posez votre application sur le cloud, vous vous occupez de rien, le cloud s'occupe de tout, c'est complètement faux. Ça n'existe pas. Le cloud, ce n'est pas du no-ops. Et même quand on fait du serverless, on le verra tout à l'heure. Donc, le périmètre de responsabilité évolue, évidemment. Toute la partie infrastructurelle vous est masquée plus ou moins, au moins sur la partie management, mais en termes de provisioning, c'est vous qui continuez à faire le design d'architecture pour choisir le sizing, etc., etc. Donc, cette partie de responsabilité, elle est dégagée côté cloud, mais derrière, tout ce qui est au-dessus reste dans votre périmètre, et ce, quelle que soit la solution de cloud que vous utilisez, IaaS, PaaS, CaaS.
Alors après, on parle beaucoup des propriétés observables du cloud, mais il faut aussi discuter des modalités d'interaction avec cette plateforme. Parce que le cloud, on peut l'utiliser au travers d'interfaces graphiques, par exemple, tout simplement, faire du clic-bouton, des choses comme ça. Mais la vraie valeur du cloud, c'est d'utiliser ses API, sa capacité d'automatisation, pour la servir aux usines logicielles, aux systèmes de votre SI. Par exemple, si vous faites de la CI/CD, avoir la plateforme qui va builder le code, qui va construire les artefacts logiciels, va être maintenant capable de construire les environnements en aval, puis d'y déposer les applications. Mais ça veut dire que finalement, les modalités d'interaction sont fondamentalement différentes. Alors, de façon basique, ça veut déjà dire qu'il faut apprendre des compétences différentes. On passe d'une technologie à une autre. Le problème, c'est que le paradigme technologique est très différent. On parle de paradigme de développeur, on parle de coder, on parle de toute autre chose que ce que les sysadmins traditionnels savent faire ou connaissent. Et donc, du coup, ça pose un problème de compétences, d'évolution des compétences dans les équipes. Une montée en compétences qui prend souvent beaucoup plus de temps que ce qu'on peut observer. Ça, on a pu l'observer souvent au gré des missions, ça paraît assez évident, mais en fait, on se rend compte que beaucoup de monde bute sur cette problématique. Là, vous êtes au DevOps d'idées. Le DevOps d'idées, ça existe majoritairement parce que justement, on a besoin de ces nouvelles compétences. Exactement. Le deuxième point aussi, et ça, je pense que ça a contribué à créer beaucoup de bruit autour de tout ça, c'est que le cloud, aujourd'hui, n'a plus tant vocation à s'adresser aux ops qu'aux développeurs. Il cherche directement à parler aux consommateurs potentiels. Quand on regarde par exemple Microsoft qui fournit un bel IDE avec des capacités, des fonctionnalités, des boutons qui permettent d'aller directement déployer dans le cloud, c'est un appel du pied énorme pour adresser directement ces gens-là, bypasser les ops traditionnels qui se sentent complètement délaissés, oubliés. C'est la porte ouverte au Shadow IT. Et c'est aussi le mythe du no-ops. Le problème, c'est qu'il y a une grande différence entre un développeur qui sait cliquer sur un bouton ou utiliser une API pour provisionner un serveur. Il voit très bien la valeur ajoutée d'être capable et autonome de le faire tout seul. La problématique, c'est quand on lui demande mais qui va opérer, qui va gérer en aval, il n'y a plus personne. Parce que ça, finalement, personne n'y pense. La question de l'opérabilité, le Ops, finalement, au-delà de la question du provisioning, elle disparaît complètement. Or, elle est bien présente. Et généralement, c'est beaucoup trop tard qu'on s'en rend compte. Il y a aussi la question de l'autonomie. Dans les projets de transformation qu'on a fait, notamment, je pense à une entreprise dans laquelle on a API-ifié l'infrastructure parce qu'on ne pouvait pas aller sur du cloud public. On a repris les mêmes paradigmes. On a créé des API qui permettaient de provisionner des serveurs, tout ça, au service de la DSI qui les consommait, des équipes projets. Et la problématique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une montée en compétences qui devait se faire du côté des équipes projets parce que dans le temps, on faisait du ticketing. D'accord, ce n'était pas très automatique, ce n'était pas très véloce. Mais il y avait une interface, il y avait quelqu'un qui traduisait la demande, qui l'interprétait et qui était capable ensuite de la matérialiser pour répondre aux besoins exprimés. Il y avait une valeur ajoutée. Aujourd'hui, le paradigme du cloud, c'est de mettre directement en correspondance l'offre, le produit technique, la plateforme, avec des consommateurs qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas du tout cette connaissance fine des problématiques d'opérabilité. C'est-à-dire leur retour, ça va être un code d'erreur API. Exactement. C'est là finalement que naissent réellement les profils des ops au sein des entreprises. Un autre point, c'est qu'évidemment, dans le cloud, vous consommez des services. Tous ces services ont un comportement, ont une architecture sous-jacente qui, par la plupart du temps, vous est masquée. D'ailleurs, vous ne la connaissez pas, elle n'est pas forcément documentée. D'accord ? Et donc, ça veut dire que tous ces services, il faut les maîtriser, il faut apprendre à les maîtriser. Et comme ce n'est pas du code open source, bien entendu, la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire du reverse engineering sur le comportement. D'accord ? Un des sports nationaux en ce moment, depuis que Lambda est sorti, c'est de conserver la Lambda up de façon à réduire la latence de réaction de cette Lambda, Function as a Service chez AWS, d'accord, pour qu'elle reste véloce tout le temps. Le premier appel est toujours plus long que les suivants, parce que la Lambda est froide et il faut la chauffer. D'accord ? Un des sports nationaux, c'est de conserver cette Lambda chaude. Comment on fait ça ? En fait, en expérimentant, en essayant, en se plantant et en réessayant. À droite, vous avez un tweet qui a été fait par un solution architect AWS qui vous explique, alors je vous ai parlé de l'opérationnel, mais c'est vrai aussi sur le côté design et économique. Il vous explique que pour choisir la bonne lambda, c'est simple en fait, vous prenez toutes les lambdas qui sont au catalogue, toutes les tailles, vous expérimentez et vous prenez celle qui vous va. Globalement, en fait, vous faites un boulot de malade. C'est le gars d'AWS qui te dit qu'il faut en fait apprendre par soi-même, essayer de comprendre comment fonctionne la plateforme. Et qu'il faut essayer tout le catalogue avant d'en choisir un. Ce qui est quand même une solution, un critère de choix, un algorithme de choix qui est quand même extrêmement lourd. De même, le cloud vous promet une certaine fraîcheur dans les assets, dans les technologies qui vous sont proposées. Alors c'est vrai, le cloud vous propose toujours la technologie la plus fraîche, d'accord ? Quand il y a des trous de sécurité, ils sont les premiers à les avoir patchés, à les avoir fixés, mais attention, ils les fixent sur les assets que vous pouvez provisionner, sur les services que vous pouvez provisionner. D'accord ? La workload dont vous disposez déjà sur le cloud, elle ne bouge pas, elle n'est pas mise à jour.
C'est vous qui devez la remplacer à travers des patterns de management d'infrastructures immuables, d'accord, qui consistent à remplacer les assets qui sont en run pour vous actuellement par de nouveaux assets qui vont les remplacer, à travers, par exemple, du blue-green deployment ou ce genre de choses. De même, il y a un fort effort d'intégration. Aujourd'hui, dans le catalogue AWS, il y a des centaines de services. Dans le catalogue GCP, c'est pareil. Dans le catalogue Azure, c'est pareil. Il y a des centaines de services. Donc, ça veut dire qu'il va falloir articuler ces différents services les uns avec les autres pour établir une architecture cloud native. Moi, j'ai une petite question pour vous. Qui s'est lancé dans le cloud public au sein de son entreprise? Vous avez le droit de lever la main, ce n'est pas sale. D'accord. Qui l'a fait pour, on va dire, des raisons de fonctionnalité? Le cloud public, vous proposez des tas de choses que vous n'aviez pas forcément dans le catalogue, dans l'entreprise. D'accord. Qui l'a fait pour gagner en vélocité, avancer plus vite sur ces projets? Qui l'a fait pour économiser de l'argent? Ah, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le cloud pour faire des économies. C'est une rationale importante, notamment justement pour sortir du modèle d'investissement qu'on va payer à l'usage, etc., etc. Il y a une stat intéressante de Google qui dit que quand on passe sur le modèle du cloud public, finalement, on passe 60% de son activité à faire quoi? À essayer d'optimiser les coûts de la plateforme, à essayer de les baisser, de les réduire en permanence. 60% du temps des ops passé à faire de l'optimisation économique. Et ce n'est pas déconnant. Pourquoi? Parce que souvent, quand on commence à aller vers le cloud, il y a des paradigmes qui changent. Traditionnellement, dans les projets cloud, on a tendance à penser qu'on va remplacer des assets par un autre. On avait un serveur physique ou une VM dans son data center, on va le remplacer par une VM ou un serveur dans le cloud public. Ça, c'est la version un petit peu simpliste. Le problème, c'est qu'avant, on avait un certain patrimoine, mais on avait eu beaucoup de mal à l'obtenir. Les équipes, elles avaient quelques serveurs, quelques ressources, elles travaillaient autour des mêmes. Souvent, on a rencontré des équipes qui avaient quelques environnements, et ces environnements, ils devenaient de temps en temps un environnement de formation, de développement, etc. Ça évoluait, l'environnement évoluait au gré des usages. Pourquoi? Simplement parce que c'était tellement dur d'obtenir de l'infrastructure que ça limitait naturellement la demande. Le fait est que dès lors que tout le banquet est sur la table, dès lors que vous pouvez consommer de façon extrêmement simple, la réalité, c'est que les gens travaillent autrement. Ils se mettent à démultiplier les assets, à travailler avec plus de granularité, à vouloir découpler, mettre chaque microservice, chaque composant sur des serveurs, sur des assets différents. Et du coup, on fait exploser la facture. Moi, je me souviens d'avoir vu des projets dans lesquels on voyait des suivis tous les mois de la courbe de consommation du cloud. On imaginait de voir baisser en fait la courbe des assets dans les data centers pour voir se croiser au milieu une courbe montante de la consommation du cloud public, et que tout ça, c'était un espèce de jeu de vase communicant à somme nulle. En fait, non, on s'est rendu compte qu'à la fin, on avait plus d'infrastructures, on avait plus de systèmes qu'on en avait au départ. Et ça, c'est un piège. Souvent, on s'en rend compte beaucoup trop tard, parce que ça ne vient pas forcément. Et ça vient simplement du fait qu'on devient capable de consommer plus facilement, donc les équipes ne se privent pas pour le faire. Et cette rationale économique, elle devient tellement importante qu'on voit apparaître de nouveaux profils. On parle de DevFinOps, des profils dont le métier, c'est de faire de l'optimisation du coût du cloud. Et ça fait beaucoup de sens, justement, dans une logique où on est dans le pay-per-use. Optimiser le système, ça permet de dépenser moins. Tu as une bonne statistique, effectivement, d'un groupe aux USA qui avait réussi à descendre sa facture AWS de 60% en optimisant. Enfin, d'autres désillusions, c'est que, évidemment, encore une fois, la résilience, là où elle était portée historiquement par de l'infrastructure, il faut la faire porter par de l'architecture logicielle, et ça a un coût de design et de développement chez vous. Au niveau de la data gravitation, un des sujets sur lesquels est le cloud aujourd'hui, c'est que le poids de la donnée vous rend adhérent à votre service de stockage. Et en particulier, quand vous êtes dans le cloud, bien entendu, le poids de la donnée est compliqué à déplacer. Vous le voyez ici sur l'image, AWS fournit des camions qui vont emmener vos pétaoctets de données dans AWS. D'accord ? Le camion, pour les ressortir, il n'existe pas. Donc, en fait, ça veut dire que le poids de la donnée, quand vous choisissez d'aller dans le cloud avec vos données, la plupart du temps, vous restez dans ce cloud à cause du poids de la donnée. Enfin, un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les fournisseurs de cloud fournissent des services qui sont très intéressants en termes de valeur ajoutée, comme par exemple les services de machine learning, de deep learning, de services cognitifs. D'accord ? Ces services-là, très clairement, vous ne pouvez pas trouver d'alternative on-premise de ces services-là, parce que non seulement
il y a le logiciel, non seulement il y a la data, mais il y a aussi le modèle qui a été entraîné. Et ce modèle, évidemment, ça demande des années et des pétaoctets et des pétaoctets qui ne sont pas uniquement vos data, mais qui sont les data de tous les clients qui ont été embarqués sur le service, qui ont entraîné ces modèles et qui les rendent efficaces. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Maintenant qu'on a vu un petit peu les attentes qui ont été déçues, qu'en est-il finalement factuellement ? Ouais, effectivement, la picture n'est pas forcément si noire, c'est juste qu'on revient sur un modèle un petit peu plus réaliste. Depuis quelques années, depuis un an, on parle beaucoup de faire de l'hybridation, finalement, de ne pas avoir une interface directement vis-à-vis de l'un ou l'autre cloud provider, de mettre tous ses yeux dans un même panier. On va créer une couche d'abstraction en utilisant une plateforme, des outils sur lesquels on va garder le contrôle, qui, eux, vont utiliser sous forme de commodité en fait, les ressources qu'on va retrouver dans le cloud. Donc ça peut être des plateformes, ça peut être des frameworks aussi. Par exemple, si on regarde dans le domaine du serverless, il y a serverless.com qui sort un petit framework qui permet d'aller appeler de façon agnostique à Azure Functions, à AWS Lambdas, etc. Justement pour éviter de rentrer dans une logique de stickiness par rapport à l'un ou l'autre. D'autres choses qui sont intéressantes à observer, c'est que des différenciants d'hier chez les cloud providers deviennent des commodités et des standards d'aujourd'hui. Amazon S3, de l'Object Storage qui est né, c'était quoi, en 2007, 2008, quelque chose comme ça, et qui a été l'un des premiers produits phares d'AWS. La réalité, c'est qu'avant, c'était un produit un différenciant très fort. La réalité, aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire de l'Object Storage par bien d'autres façons. Vous pouvez le faire même on-prem avec des frameworks comme Ceph, comme OpenStack Swift et d'autres. Et la réalité, c'est qu'ils vous proposent des API compatibles S3. Donc, aller capitaliser sur l'open source, sur des standards, sont l'occasion, finalement, d'éviter de rentrer dans ce paradigme de stickiness. Un autre point aussi, qu'on oublie, pourtant c'est assez évident, c'est que dès lors qu'on commence à s'inviter au banquet des fonctionnalités, la réalité, c'est que les fournisseurs de cloud, leur intérêt est de remonter toujours plus haut dans les couches, de vous fournir un set de services toujours plus large et toujours plus engageant. Plus on remonte dans les couches, plus on va retomber sur des services qui sont différenciants, disruptifs, mais qui vous enferment dans le paradigme de cet opérateur. La réalité, c'est qu'on ne vous dit pas qu'il ne faut pas le faire, on n'est pas dogmatique. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut jamais oublier les problématiques de réversibilité, garder la possibilité de pouvoir repartir en arrière. Il y a eu une affaire il n'y a pas si longtemps que ça, qui était l'histoire du produit Google Maps, qui a changé son tarif du jour au lendemain, et pour un certain nombre d'entreprises, ça a été la douche froide, ça a été la gueule de bois, le réveil difficile. Parce que ça paraît évident de le dire comme ça, mais en fait, ça semblait pas l'être tant que ça, vu le nombre d'entreprises qui se sont retrouvées un peu le bec dans l'eau avec des factures qui explosaient. Fois 400. Ben ouais. Donc en fait, peut-être que la bonne stratégie, finalement, c'est d'adopter une stratégie bimodale, c'est-à-dire en gros la workload business très prégnante pour vous, très structurante pour vous. Typiquement, vous êtes Criteo, vous faites du retargeting, publicitaire, vous avez un cluster Hadoop de 1500 nœuds. Le cluster Hadoop, vous n'allez pas le passer dans le cloud. Vous allez le garder chez vous parce qu'en fait, c'est le cœur de votre métier, c'est le cœur de votre système. Par contre, des applications peut-être éventuellement annexes ou en tout cas cloud native vont être plus candidates à aller dans le cloud et donc avoir une stratégie comme ça où vous avez à la fois du on-prem pour les sujets très structurants qui sont très proches de votre métier ou qui sont architecturalement difficiles à migrer et avoir des solutions cloud native pour le reste. Et d'ailleurs, il y a des produits aujourd'hui qui permettent de faciliter finalement cette bimodalité, c'est l'orchestration de conteneurs, essentiellement, puisqu'elle permet d'attaquer ces paradigmes de provisioning infra as code, d'architecture comme ça, cloud native, que ce soit on-prem avec des clusters Kubernetes par exemple on-prem, et que ce soit dans le cloud avec des solutions managées. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est que les projets de cloud, en fait, ils marchent réellement, ils ont un vrai impact dans l'entreprise quand ce n'est pas des projets de cloud. Ça a de l'impact en fait quand on les intègre dans une picture plus large, quand on fait des projets de transformation vers l'agilité, vers le DevOps, et que finalement on embarque toutes les dimensions et pas seulement la dimension technologique. On l'a vu, il y a la question des compétences techniques qu'on évoquait tout à l'heure, qui doivent évoluer vers de nouveaux paradigmes. Mais au-delà de la question d'avoir de nouveaux skills techniques pour utiliser ces nouvelles technologies, la réalité c'est qu'il faut faire grandir et faire maturer les profils. Il faut bien comprendre que dans l'infrastructure, il y avait beaucoup d'opérateurs, de gens qui tapaient des procédures, qui avaient une activité de robot, une activité très répétitive et à faible valeur ajoutée. Quand on passe dans le paradigme de l'automatisation, on déplace les activités plus en amont. On va moins passer de temps à faire les choses, c'est le robot qui le fera. La réalité, c'est qu'on passe plus de temps à inventer ces robots. Et là, on est vraiment au cœur du métier de l'ingénierie. Mais ça nécessite de faire grandir, de faire maturer un certain nombre de profils qui, pour certains, depuis des années, étaient enfermés dans une logique d'exécution. Et ça, c'est tout un travail d'accompagnement qu'il faut mettre en place. Il y a aussi le fait qu'il y a certains métiers qui meurent et il faut d'une certaine façon l'accepter.
Typiquement, dans le temps, on était dans des logiques où on créait finalement une application avec son architecture fonctionnelle, applicative, technique et infrastructure. On construisait la résilience, la scalabilité spécifiquement pour l'application souhaitée. On discutait du nombre d'axes sur une BSA, le nombre d'attachements en Fiber Channel, etc. etc. Aujourd'hui, on passe sur un tout autre paradigme, effectivement, et ça nécessite justement de faire appel à de nouveaux profils. En conclusion, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, l'histoire, elle évolue. Dans le temps, on avait finalement des frameworks d'architecture, on avait des langages, on avait un foisonnement dans l'écosystème applicatif qui influait sur l'infrastructure. Par exemple, la tendance aux microservices a engendré une tendance à la commoditisation de l'infrastructure. En gros, l'avènement des pizza box, des systèmes commoditisés, justement pour sortir de ces plateformes d'infrastructure qu'on construisait ad hoc à l'époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la dynamique inverse. C'est que finalement, nos cloud providers, après avoir nourri effectivement le catalogue de solutions répondant à ces besoins, ils ont commencé à proposer des solutions qui, elles, venaient disrupter, venaient apporter des réponses à des problèmes qui n'avaient pas encore été posés. Par exemple, l'object storage, par exemple, les architectures serverless, etc., etc. Là, le problème, c'est que cette fois-ci, dans le monde de l'infrastructure, ces gens-là, ils ne sont pas neutres. Autant dans le monde de l'applicatif, finalement, on est plutôt dans un monde de framework, de partage, d'émulation. Il y a peu d'intérêt. Dans le monde de l'infrastructure, les gens qui tiennent la danse, qui font naître ces systèmes, c'est des gens qui ont eu un intérêt particulier à vous faire consommer leurs produits. La réalité, on est dans une logique de junkie en fait, sur l'abstraction. On veut toujours remonter tous les jours sur plus d'abstraction, que ce soit dans les frameworks logiciels ou dans les frameworks d'infrastructure, pour se recentrer toujours plus sur la valeur ajoutée et offloader toute la plomberie qui n'est pas directement à valeur ajoutée. Mais le problème, c'est que, contrairement au framework applicatif, dans le monde de l'infrastructure, les gens qui mènent la danse sont des gens qui ont des intérêts à vous faire rentrer dans ces paradigmes-là pour vous faire consommer leurs produits. Didi, t'as du service Didi, t'as du service Non. Donc en fait, finalement, la conclusion, c'est que en fait, vous êtes dans un équilibre subtil à trouver, d'accord ? Les technologies évoluent en permanence, donc les choix que vous avez faits il y a 2 ans sont peut-être des choix qui sont à remettre en cause, parce que les technologies on-prem ont elles aussi évolué, en particulier avec l'orchestration de conteneurs, d'accord, qui challenge très, très clairement le choix du to cloud, d'accord. Et par rapport à ça, donc, cet exercice d'équilibriste, en quoi il consiste ? Cet exercice d'équilibriste, il consiste simplement à aller chercher de la valeur là où il y en a, à se décharger de la plomberie sur les assets qui n'ont pas de valeur différenciante, mais ça ne veut pas dire pour autant que toute l'infrastructure, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée, pas de noblesse. Il y a des entreprises, tu parlais de Criteo, par exemple, dans le métier de Criteo, ça a énormément de valeur, leur data lake. Dans les banques qui font de l'hypertrading, par exemple, du trading hyperfréquence, avoir une connaissance fine des couches les plus basses pour gratter de la milliseconde, ça a du sens. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il faut focaliser son attention là où ça fait de la valeur. Infrastructure ou pas infrastructure. Mais il ne faut pas partir du principe que tout est blanc, tout est noir, l'infrastructure c'est de la plomberie ou pas. Ce qui est important aussi, c'est que dans tous les cas, il faut essayer de garder le contrôle dans une certaine mesure. Il ne faut pas forcément se délaisser toutes ses compétences au principe de dire c'est de la plomberie et ensuite se retrouver sans connaissance, sans capacité à revenir de ce modèle justement. Et on constate aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises en reviennent. Un point qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup d'entreprises se disent s'inspirer de ce que font les GAFA, les géants du web, tous ces gens qui ont inventé cet écosystème technologique. Mais ces gens-là, c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ils vous disent, comme promesse, on va vous décharger de la plomberie. Mais en fait, en réalité, ces gens-là, eux, alors que ce n'était pas leur business au départ, si on prend Amazon, c'était un reseller. La réalité, c'est que ces entreprises, elles sont full stack. Elles s'intéressent jusqu'à la problématique de leur data center, de l'électricité, de l'énergie, de la climatisation, parce qu'eux sont full stack pour avoir des vrais effets. Eux n'appliquent pas les paradigmes et les préceptes qu'ils vous vendent comme étant le modèle qui s'appliquerait. Et accessoirement, c'est eux qui vous les vendent, ces paradigmes-là. Pour conclure, finalement, restez dans une démarche d'ingénieur. Ne soyez pas juste des fashionistas. Donc, choisissez au trébuchet, pesez au trébuchet vos choix, d'accord, avec les impacts que ça peut avoir. Le cloud, évidemment, est un formidable vecteur d'accélération et d'agilité dans vos business, bien entendu, mais challengez-les parce que, effectivement, le hype est passé et aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre d'effets pervers à faire du tout cloud. On vous remercie.
Alors, on va vous demander un tout petit exercice très rapide, c'est de faire un rôti. Alors, le rôti, c'est bon, j'aime ça. On va juste vous demander de lever la main en utilisant vos doigts. Avec un 1, globalement, allez regarder Santa Barbara, c'était tellement plus excitant de nous écouter aujourd'hui. Un 5, c'était le talk à pas rater. Ça nous permet d'avoir une petite lecture, d'avoir un petit peu votre ressenti. Ça mange pas de pain, vous ne serez pas puni. On a vos photos, mais on ne vous rappellera pas, il n'y a pas de problème. Je compte jusqu'à 3 pour que vous ne regardiez pas vos petits copains en notant. 1, vous êtes prêts? 2, 3. On ne bouge pas. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous.